Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en cette nouvelle année 2025 pour sacrifier à la tradition des vœux. Je vous souhaite pour cette nouvelle année une bonne santé et surtout la réussite dans vos projets. Merci d'avoir pris le rendez-vous de l'immobilier et qui reçoit dans ce numéro deux architectes. L'un est docteur architecte, spécialiste du patrimoine. L'autre est architecte urbaniste. De quoi allons-nous parler dans cette émission pour laquelle nous avons déposé nos équipements audiovisuels au siège de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin à la Maison des bâtisseurs. Permis de construire au Bénin, que faut-il en savoir? C'est le thème de cette émission. Pour répondre donc à nos préoccupations qui sont d'abord les vôtres, j'ai à ma droite Dr Aimé Paul Gonsalves. Il est architecte, il est spécialiste du patrimoine, président bien sûr du bureau de l'ordre sortant. Merci d'avoir accepté notre invitation, Dr Gonsalves. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. À ma gauche, monsieur Michel Rodrigue Sama. Il est architecte urbaniste. Il est directeur général du cabinet Urbatropique. Il est secrétaire aux affaires juridiques et du contentieux du bureau sortant. Et donc, devrais-je le rappeler, le bureau de l'ordre a été renouvelé le samedi 14 décembre 2024. Monsieur Sama, bonsoir. Bonsoir, Mouril. Bonsoir. Vous n'êtes pas un inconnu sur cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation pour éclairer notre lanterne par rapport au permis de construire au Bénin. C'est moi qui vous remercie. Cette émission comporte donc 3 rubriques. L'entretien, les erreurs à ne pas commettre, les offres et les opportunités. Voici la première rubrique de cette émission. Monsieur Sama, Dr Gonsalves, nous ne pouvons pas parler de permis de construire au Bénin sans une clarification de concept. Ma question s'adresse à vous, docteur. C'est quoi le permis de construire? Bien, merci. Le permis de construire, c'est un acte administratif délivré par la mairie, plus précisément par le secrétaire exécutif. Et donc cet acte autorise donc, tout individu, tout citoyen est désireux donc, de construire donc, sur notre territoire national. Donc ce permis de construire, on peut l'appeler également, il y a également le permis de démolir, ce permis de construire ou permis de démolir. Donc c'est un acte donc, délivré, un acte administratif délivré par le secrétaire exécutif de la mairie. Voilà. Monsieur Sama, est-ce que vous avez quelque chose à compléter par rapport à la définition? Oui, je dirais que la définition est complète, mais il faut rappeler à nos auditeurs qu'il ne s'agit pas seulement aux spectateurs, voilà, qu'il ne s'agit pas seulement de construire ou de démolir, mais qu'ils sachent que cette autorisation d'urbanisme touche pratiquement tous les actes de construction auxquels ils auront affaire tout le long certainement de leur vie. Donc les aménagements connexes, les réhabilitations, il faut une autorisation d'urbanisme avant de toucher à un bâtiment, même un vieux bâtiment. Même pour le réhabiliter, il faut une autorisation. Ah bon? On ne se lève pas pour se mettre à modifier, même pour faire des ravalements de façade, il vous faut une autorisation. Ah bon? Et vous aviez parlé d'autorisation de démolir. Même pour démolir un bâtiment, faut-il une autorisation? C'est le même décret qui régit le permis de construire et le permis de démolir. C'est le même décret. Et vous devez constituer les pièces et les déposer à votre mairie, avoir l'autorisation avant de procéder à l'acte de construction ou de démolition. Je crois que nous allons en parler dans le détail. Docteur Gonsalves, j'ai construit ma maison il y a 30 ans.
j'ai envie de faire des modifications. J'avais déjà obtenu le permis de construire. Ouais. Pourquoi dois-je encore chercher un autre permis avant de modifier mon bâtiment? Oui, mais si les modifications sont importantes et touchent certains aspects techniques de votre bâtiment, vous êtes obligé de recourir au permis de construire. Dans la mesure où le fait de construire, le fait de superposer, vous étiez en R+1, vous avez obtenu le permis de construire pour le rez-de-chaussée ou le rez-de-chaussée plus le premier étage. Et brusquement, vous décidez de procéder à une extension. Vous allez au rez-de-chaussée plus 2 étages, au rez-de-chaussée plus 3 étages, les dispositions ne sont pas les mêmes. Donc, vous êtes obligé de reprendre votre permis de construire. Voilà. C'est très important selon l'acte que vous voulez mener. Donc, pour soit en extension, certaines dispositions, que ce soit extension verticale ou horizontale, vous êtes obligé de passer par un nouveau permis de construire. Et quelles pièces alors, M. Sama, faut-il réunir ou quelles sont les pièces qui sont indispensables pour donc avoir un permis de construire? Oui, chers téléspectateurs, oui. Constituer un dossier pour votre permis de construire n'est pas du tout difficile. Contrairement à ce qui est véhiculé au sein des populations, pour avoir un permis, c'est la croix et la bannière. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais vous citer les pièces et ensemble, vous allez voir avec moi qu'il n'y a rien de compliqué pour obtenir ces pièces. La première pièce, n'est-ce pas, c'est votre demande que vous faites. Vous écrivez à la municipalité, au maire, au SE, aujourd'hui c'est les SE qui dirigent, vous écrivez pour demander, vous formulez votre demande. Moi, je sous-signais tel, Monsieur Mouril, j'aimerais construire un bâtiment et vous décrivez, vous donnez les caractéristiques. Bâtiment de type tel, devant me servir d'habitation, il y a tel nombre de pièces, et puis j'ai prévu tel nombre de places de garage. Vous décrivez un peu et vous mettez votre signature en dessous. Donc, la demande, c'est la première pièce. La seconde pièce, ce sont les documents administratifs de la parcelle sur laquelle vous voulez ériger ce bâtiment. D'accord. Les papiers administratifs. Là, souvent, on se trompe. Attention. Au titre de papier administratif, on peut prendre en compte votre titre de propriété qui ne peut être soit un titre foncier ou une attestation de recasement. D'accord. À ce niveau, souvent, des gens se cherchent et ils viennent avec des conventions de vente. Une convention de vente n'est pas un titre de propriété. Ah oui. Ce n'est pas du tout un titre. On l'a dit dans les émissions précédentes. Merci, merci. Vous venez avec vos papiers administratifs doivent comporter votre plan de situation, votre levée topographique et vos documents par rapport à la parcelle. Titre foncier ou une attestation de recasement. D'accord. Deuxième lot de papier à fournir. D'accord. Le troisième lot de papier, eh bien, votre architecte que vous allez contacter, avec qui vous aurez décidé d'un programme d'architecture, va vous établir tous les plans d'architecture afférents à votre projet. Tous les plans d'architecture. Donc, les différents plans, etc., les perspectives et tout, lui, c'est son rôle. Donc, il y a ce lot de documents qui vient dessus. Passé cette étape de plan d'architecture, vous devez présenter toute l'étude technique. Techniquement, les études de stabilité, donc les études de sol, les études géotechniques et tout, les études des lots techniques de votre bâtiment, électricité, plomberie, tout, incendie, tout ça doit apparaître dans votre package de documents. Ça doit apparaître. D'accord. Et ça, c'est conduit en général, par votre architecte. D'accord. Voilà. Vous voyez? Selon l'importance du bâtiment que vous voulez construire, eh bien, vous devez vous rapprocher soit des sapeurs-pompiers, voilà, pour vous produire des documents sur la norme sécurité incendie. D'accord. Voilà, norme sécurité incendie. Selon l'importance de votre bâtiment. D'accord. Si vous faites juste une petite villa,
vous en avez un peu moins besoin, mais si vous faites un bâtiment qui doit recevoir du public, vous comprenez comment les évacuations, à quel niveau sont placés les extincteurs, quel est le plan d'évacuation et tout. Ça fait que des spécialistes doivent travailler dessus pour que le dossier soit complet. D'accord. Voilà. Donc, toutes ces pièces-là, regroupées ensemble dans un même, dans un grand dossier, n'est-ce pas? Oui. Vous faites un original plus 3 copies, donc ça veut dire 4 exemplaires que vous allez déposer au service. 4 exemplaires? Oui, un original et 3 copies. D'accord. Que vous déposez, n'est-ce pas, au service technique de la mairie qui s'en occupe. Et c'est ça, votre dossier de permis de construire, qui va être analysé par une commission, voilà, au niveau soit de la commune, du département ou au niveau national, avant qu'on ne vous octroie l'autorisation pour que vous puissiez démarrer vos travaux. Autrement dit, vous comprenez que cette émission est une consultation où on vous donne toutes les informations sur ce qu'il faut, ce que vous ne savez pas. Et donc, je vais me retourner vers Dr Gonçalves. Docteur, on constate que l'architecte a une place importante dans l'élaboration de ce dossier, puisque c'est lui qui doit donc aider à avoir le plan, à avoir d'autres plans techniques et tout ça. Semble-t-il que c'est cette peur d'aller dépenser peut-être entre griffes auprès de l'architecte qui font que les gens contournent donc ce permis de construire. Oui, merci. Ben, il faut comprendre que ce processus est incontournable pour constituer un dossier, un bon dossier. Je dis, ce n'est pas que des plans d'architecture qu'on fournit, mais il faut d'abord exiger, selon la complexité, le degré de complexité des ouvrages, il faut demander des études de sol, c'est très important, et ces études de sol doivent être utilisées par les ingénieurs, donc pour produire les documents techniques, si vous voulez, pour que le bâtiment tienne bien, il faut absolument que la structure soit en bonne et due forme. Donc, et il ne faudrait pas oublier que pour ceux qui se plaignent des honoraires des architectes, ils doivent essayer de comprendre que ce n'est pas que l'architecte seul qui est impliqué dans ce processus. Il y a l'architecte, il y a les ingénieurs à différents niveaux, donc les ingénieurs de structure, les ingénieurs en électricité, puisque ça va être contrôlé après par les structures compétentes, de manière à ce que ça réponde aux normes. Il y a également la plomberie et il y a d'autres aspects donc, qui sont rattachés à tout cet ensemble de dossiers donc, il faut constituer. Bon, donc, et selon le type d'ouvrage, et selon la complexité, il y a un tableau, un barème qui existe surtout pour les ouvrages publics. Mais s'agissant des ouvrages privés, il y a toujours un palier d'entente entre l'architecte qui coordonne tout ça et le client. Donc, l'architecte peut toujours s'entendre avec le client pour arranger ce montant d'honoraires-là. Donc, ce n'est pas systématique lorsqu'il s'agit des projets privés. D'accord. Voilà. Ma question suivante, lorsque je veux construire, M. Sama, 2 chambres à coucher, un salon. Parce que c'est la question que ceux qui sont à la maison vont se poser aussi. Tout à fait. 2 chambres à coucher, un salon. Est-ce que je dois avoir un permis de construire? Est-ce que je dois recourir à un architecte? Je vous réponds tout de suite que au pays, au Bénin, ici en tout cas, et selon les prescriptions du décret sur le permis de construire, pour toute construction effectuée dans notre pays, vous devez avoir un permis de construire. Pour toute construction. C'est obligatoire. Et vous me posez la question parce qu'il n'y a pas une répression encore. Vous comprenez? Il n'y a pas de sanction. Ça veut dire que beaucoup de Béninois violent les tests. Allègrement, si je ne veux pas dire viol violemment les tests, mais allègrement. Vous dites allègrement. Allègrement. C'est ça la réalité. Et pour en venir à votre question, pour 2 chambres à coucher, un salon, eh bien, cette question est réglée avec les types et les catégories de permis de construire qui existent. Il y a même des types et des catégories. Bien entendu. Parlons-en alors. Bien entendu, nous avons 3 catégories de permis de construire et c'est régi par le décret sur les permis de construire. 3 catégories. Il y a les permis de construire de catégorie A
catégorie B et de catégorie C. C'est comme les permis de conduire alors. Mais c'est une autorisation, comme le président vient de le dire. D'accord. Donc, on vous autorise à construire des bâtiments de type, des bâtiments selon la catégorie A, selon la catégorie B, selon la catégorie. Qu'en est-il de ces catégories? Catégorie A. C'est bien ça. Dans la catégorie A, on retrouve les bâtiments ordinaires, par exemple votre deux chambres à coucher, salon, les chambres à coucher, les entrées couchées. Voilà, les bâtiments à moindre risque. D'accord. Voilà, sans trop de complications en éléments de structure. Voyez-vous, on ne va pas mettre des superpositions de dalles et tout ça. D'accord. Et en général, la superficie doit être inférieure à 150 mètres carrés. Vous voyez? Donc, même pour ce type de bâtiment, il faut un permis. D'accord. Il faut un permis. Et s'il faut un architecte? Il faut un architecte. Parce que qui introduit le permis de construire au Bénin? Qui va prendre beaucoup d'argent? Je crois que le président... Parce que le budget que j'ai fait pour mes 200 bas coucher un salon, voilà, si l'architecte doit prendre le double de ce budget... Le président s'est expliqué de long en large tout à l'heure sur la question de budget. D'accord. Et voyez-vous, les clients en réalité ne budgétisent pas les honoraires d'architecte. Est-ce que l'architecte coûte cher? Est-ce que l'architecte coûte cher? Pour répondre comme ça, pour vous dire, l'architecte n'est pas cher. Le président vient de le dire. Pour des projets privés, vous négociez les honoraires avec votre architecte. Vous le négociez. Voyez-vous. Donc, je négocie. Voilà, vous négociez vos honoraires. Le président est d'accord. Vous négociez ça. C'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Mais il y a de grilles tarifaires. Il y a de grilles tarifaires. La grille, ça ne se négocie pas. Dans un supermarché, on ne négocie pas les articles. Merci. La grille, il a dit tout à l'heure, le président, quand vous avez affaire à une institution, quand vous avez affaire à l'État, quand vous avez affaire à des structures bien organisées, il y a le décret qui vous dit, qui régit la profession, qui dit, pour tel type de projet, c'est tel montant qu'il faut payer. C'est réglementé. Ça, c'est, voilà. Bon, vous ne pouvez rien faire, puisque vous-même, en tant qu'architecte, si vous passez outre ce décret, vous serez frappé par la loi. D'accord. Parce que vous payez des redevances par rapport à tout ça. D'accord. On va revenir. Vous êtes facturé au niveau des impôts par rapport à tout ça. On va revenir à ce niveau. Voilà. On était à la catégorie A. Voilà. Merci. Oui. Il y a la catégorie B. Oui. Dans la catégorie B, nous trouvons des bâtiments à moyen risque. Moyen risque, dont les surfaces sont comprises entre 150 mètres carrés et 1500 mètres carrés. Ah, là, c'est quand même de grands bâtiments. Voilà. Et à ce niveau, quand on regarde le volume de ces bâtiments, on peut aller jusqu'à R+2. D'accord. Jusqu'à R+2, pas plus. Quand ça va à 3, déjà, vous changez de catégorie. R+2, ça signifie rez-de-chaussée plus 2 étages. Deux étages. Plus 2 étages. Et là, vous comprenez, quand on parle déjà d'étages, c'est qu'il y a superposition de niveau, il y a donc éléments de structure, il y a fondation, il y a étude de sol. Forcément, il y a tout ça qui entre en ligne de compte, n'est-ce pas? Et on passe à la catégorie B. Donc, pour les permis B, c'est ça. D'accord. Et enfin, la catégorie C, c'est bien entendu surface infinie et hauteur comme vous pouvez, hein, si vous pouvez atteindre les gratte-ciel, etc. Mais surtout les ERP, c'est-à-dire les bâtiments qui doivent recevoir du public. ERP, c'est quoi? Comment c'est? ERP. Le bâtiment, c'est-à-dire c'est les ouvrages devant recevoir du public. D'accord. Voilà. Tous les bâtiments administratifs et tout ça, c'est des ERP. D'accord. ERP. C'est comme les immeubles de grande hauteur, les IGH aussi. Voilà, tous ces bâtiments-là, ils sont de catégorie C. Si vous voulez concevoir un hôpital, un hôtel, etc., ça, vous passez automatiquement à la catégorie C. Automatiquement. C'est plus complexe, ça fait appel à beaucoup de compétences, et etc. etc. D'accord. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les catégorisations. Les catégorisations. Merci pour toutes ces précisions, docteur Gonsalves. Oui, je parlais quand même de ce que coûtent les honoraires de l'architecte. En fonction de ces catégories, que ce soit A, B et C, voulez-vous dire quand même que voilà, les coûts varient? Bon, en fait, les honoraires varient? Les honoraires varient naturellement.
Bon, je laisse toujours de côté ce qui a rapport aux ouvrages de l'administration, des ouvrages publics. Donc la catégorie C. Ouais. Alors, donc la catégorie C. Sinon, dans cette catégorie, les honoraires varient. Donc, selon que le coût augmente, selon que le coût est vraiment fort, les honoraires diminuent. D'accord? Le pourcentage d'honoraires diminue. Mais concernant la catégorie A ou la catégorie B, donc, qui a trait donc, aux ouvrages privés, il faut noter que, comme je l'ai dit, quelle que soit la clientèle que vous avez devant vous, vous avez la possibilité quand même de l'attirer, de l'inviter, d'avoir un permis de construire et d'échanger avec lui de manière à lui donner satisfaction. C'est très important. Lui faire comprendre qu'il ne faudrait pas qu'il pense seulement aux honoraires, au bâtiment. Au bâtiment, d'accord. Parce que souvent, les gens évaluent les tonnes de ciment, les tonnes de fer, etc., mais ne savent pas que si la conception n'est pas bien faite pour obtenir un permis de construire correct, et donc tout ce qu'ils font, ça peut s'effondrer. Donc, il y a cet aspect qu'il faut noter, il faut comprendre à la clientèle. Oui. Bon, alors, et lui dire que, voilà, on peut toujours s'entendre sur le minimum. Ouais, quelqu'un qui veut construire un rez-de-chaussée plus 2 étages et qui ne veut pas faire des études de sol. Or, ces études de sol sont indispensables à la production des documents techniques. Il est obligé de comprendre que c'est incontournable cette étape. Et les études de sol ne sont pas chères, ne sont vraiment pas très exorbitantes. Et exorbitantes, surtout quand il s'agit de construction modeste, de chambres à coucher, une villa ou une maison à R+1, R+2. Parce que vous pouvez construire dans un milieu humide. Vous pouvez construire issu des tas d'ordures qui sont enfouis à 1 mètre ou à 2 mètres du sol. Vous ne savez pas. Et si vous ne faites pas des études de sol, vous allez construire, vous allez commencer à fouiller, construire, et après le bâtiment va s'écrouler. Donc, il y a un minimum qu'un architecte doit prendre, et tout en notant que il n'y a pas que l'architecte, mais il y a toute une série de techniciens, d'ingénieurs qui sont derrière lui et donc qui sont prêts à le servir. Voilà. J'insiste sur l'honoraire, peut-être vous serez surpris parce que avant de venir sur cette émission, on a interrogé des gens. Les gens pensent que le permis de construire, ce qui les repousse, c'est quand on parle de l'architecte qu'il faut voir, qui doit faire le plan, qui doit faire. Et puis, quand ils pensent à ces honoraires, ils disent, bah, est-ce qu'on ne peut pas contourner ça? Moi-même, je peux prendre un papier, je sais ce que je veux. Ou du moins, on va en venir vers la fin de l'émission. Ils voient des gens dont nous allons parler en fait d'émission pour leur fabriquer un plan. Et quel message avez-vous à adresser à ce stade-là, à ces personnes qui hésitent à cause de l'honoraire des architectes? Docteur Gonçalves. Il faut noter que le dossier de permis de construire, ce n'est pas que l'honoraire des architectes. Il y a des dépenses qu'il faut faire vis-à-vis de l'administration. Il y a le quota des sapeurs-pompiers. Quand on parle de sécurité. Il y a le quota de la mairie, le quota de l'ordre des architectes, etc. Il y a tous ces quotas. Et en plus de tout cet ensemble, s'ajoutent les études géotechniques, les études topographiques, les études d'ingénierie, donc génie civil, et puis les études d'électricité, de plomberie et d'autres formes d'études. Bon, donc, il faut comprendre que c'est en prenant en compte tous ces paramètres qu'on peut discuter des honoraires. Et comme je l'ai toujours dit, lorsqu'il s'agit d'une clientèle privée, il faut pouvoir l'amener à comprendre qu'il y a le minimum et également l'amener à s'engager, à payer, à respecter donc ces engagements de manière à avoir un dossier de permis de construire fiable qui ne souffre d'aucun problème. C'est ça. Voilà. Monsieur Sama, à entendre Dr Gonçalves, il n'y a pas de fixation à faire sur les architectes.
Je ne crois pas, mais pour mieux m'expliquer et expliquer à nos téléspectateurs aussi, nous sommes en général, nous les architectes, nous sommes victimes d'une mauvaise campagne qu'on nous fait en nous taxant de cher. De cher. L'architecte est cher, il va vous facturer ci, il va vous facturer ça. Ça, c'est mal nous connaître. L'architecte est l'ami de son client. Parce que c'est l'architecte qui explique au client exactement de quoi il a besoin pour transformer son rêve en réalité. D'accord. Donc, votre architecte, loin d'être votre ennemi, loin d'être celui à qui vous devez cacher vos ressources, ce dont vous disposez pour construire votre bâtiment, au contraire, c'est avec lui que vous échangez. Et c'est lui le mieux outillé, tout en vous projetant, tout en vous concevant votre bâtiment, c'est le mieux outillé pour vous dire, attention, n'allons pas dans tel sens ou dans tel autre sens, parce que les moyens dont vous m'avez parlé ne peuvent pas permettre d'atteindre tel objectif si nous fonctionnons comme ça. C'est lui qui peut vous dire. C'est le spécialiste, c'est le chef d'orchestre de tous les techniciens dont le président vient de parler. C'est lui le chef d'orchestre pour pouvoir conduire à bon port le projet. Et si le projet en vient à mourir, interrogez-vous. La plupart du temps, le propriétaire et l'architecte n'ont pas échangé de façon vraiment ouverte, de façon franche. Donc, le client c'est comme un avocat et son client. Et son client. Vous devez dire à votre architecte, je dispose de tels moyens. Exemple, j'ai 10 millions dans mon compte et je veux réaliser un bâtiment de type R+5. Tout de suite, votre architecte vous dit, dans le contexte actuel, avec le prix le coût des matériaux de construction, avec ci, avec ça, en tenant compte de ça, vous ne pouvez pas avoir un tel type de bâtiment. Vous pouvez avoir un ré. Voilà. Un ré de en même temps, il vous dira, avec ce montant, à quel niveau vous pouvez aller sur votre bâtiment. Il peut vous dire, c'est votre souhait. Je vous fais un projet de R+5, de 5 étages, mais avec 10 millions, vous pouvez juste faire les fondations. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Il vous a donné le bon conseil. Alors, voulez-vous faire juste les fondations et vous arrêter? Non. Ou bien, vous voulez, avec vos 10 millions, habiter quelque part? Je vais habiter quelque part. Là, il vous transforme votre programme, il vous refait d'autres propositions qui restent dans votre enveloppe. Et en ce moment, il vous ramène aussi à la réalité pour vous faire avec un salon 500. Il vous rappelle qu'avec 10 millions, voilà ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez le faire. Et avec quel type de matériaux, et avec quel, etc., etc. C'est lui qui peut vous conseiller. C'est lui qui peut vous amener à voir la réalité. Donc, il vous ouvre les yeux, il vous sort de votre rêve et il vous amène à la réalité. Quand vous circulez un peu dans la ville, vous voyez des grands bâtiments avec des grosses œuvres achevées, mais abandonnés depuis 20 ans. Oui. Abandonnés depuis 20 ans. Prêtez un peu oreille et vous saurez que, il a commencé, ils ont évolué, après, ils n'avaient plus d'argent. Et c'est resté comme ça pendant des années. Ça fait quoi? Quelle est la silhouette d'une ville jonchée de bâtiments ainsi abandonnés, inachevés? Alors que c'est investi. Il y a des moyens qui ont été mis là. Ça ne produit rien puisque personne n'y habite. Et ça gaspille la façade d'une ville. C'est vrai. Vous voyez? Donc, nous sommes tous perdants quand nous travaillons comme ça. Nous devons travailler la main dans la main. L'architecte, je vous le redis, n'est pas l'ennemi de son client, mais au contraire, c'est son conseiller numéro 1. Et c'est son ami. Meilleur ami. Il faut ajouter. Merci pour, meilleur ami. Merci pour ces précisions, Monsieur Sama. Je me retourne vers vous, Président. Et qui peut alors instruire de construire? Alors, je l'avais dit, c'est le secrétaire exécutif donc de la mairie, donc qui est habilité à délivrer cet acte d'urbanisme, cet acte administratif très important. Donc, c'est lui qui est habilité, qu'il s'agisse de construction, proprement dite, qu'il s'agisse de réhabilitation
parce qu'il y a des anciens bâtiments qu'on peut retaper, rénover, Bien. et qu'il s'agisse d'aménagement de grande envergure, donc qu'il s'agisse de démolition. Donc c'est le secrétaire exécutif qui est habilité à délivrer cet acte d'urbanisme. D'accord. Voilà. Et dans quel délai l'obtenir pour l'expérience, pour le vécu? Ouais, c'est dans un délai réglementaire de 25 jours ouvrés. 25 jours. 25 jours, si vos dossiers sont déposés dans les conditions requises, au plus tard, dans 25 jours ouvrés, donc vous aurez donc votre permis de construire. Voilà. Je me retourne vers vous, M. Sama. Dr Gonçalves disait à l'entame de cette émission que c'est une commission qui siège. Je suis curieux de savoir qui a qualité de siéger donc dans la dite commission qui délivre le permis de construire. Merci. Avant de répondre à votre question, je fais un peu machine arrière par rapport à la question que vous avez posée au président qui instruit. Oui. Voilà. À partir du moment où vous avez formulé votre demande avec toutes les pièces administratives, il y a la commission. Ça retombe un peu sur la question que vous me posez. Il y a des commissions au niveau des communes, au niveau des départements et au niveau national. Il y a des commissions qui siègent sur ces dossiers et qui instruisent ces dossiers avant donc de faire la proposition au SE, au secrétaire exécutif, proposition de délivrance, de refus ou de sursis à statuer. C'est les 3 conclusions qu'une commission technique peut faire. Sursis à statuer, délivrance ou refus, ou on vous refuse. Alors, au niveau des mairies, et donc au niveau des communes, la commission, c'est une commission communale qui est à ce niveau. Et elle, son envergure est telle que ils peuvent traiter des dossiers de permis de catégorie A. Et peut-être catégorie B s'ils ont le personnel technique qualifié pour le faire. Au niveau départemental, là, on se dit avec les directions décentralisées des différents ministères, il y a plus de compétences. À ce niveau, les permis de catégorie B sont instruits au niveau du département. Instruits. Et enfin, la catégorie C, c'est le niveau national. Donc, quand vous avez des projets complexes, votre permis est étudié au niveau national, au niveau du ministère du cadre de vie ici. Donc, ça peut être n'importe où dans le pays, c'est traité ici, à une commission nationale. Et pour en venir à votre question, quelle qualité faut-il avoir pour siéger au sein de ces commissions? Bon, en regardant déjà la composition de ces commissions, eh bien, on retrouve les services techniques de chacune des mairies ou des départements. Donc, c'est des gens avec un diplôme en matière donc, de construction. On retrouve les directions décentralisées des différents ministères impliqués, notamment le cadre de vie, le ministère du cadre de vie, le ministère de l'énergie, SONEB, etc., le ministère de l'eau, les sapeurs-pompiers, etc. Donc, c'est un parterre de spécialistes hautement qualifiés. Et au sein de ces commissions, nous avons les différents ordres qui doivent participer. L'ordre des architectes, évidemment, participe dans ces commissions, oui, forcément. Vous désignez quelqu'un, un membre du bureau, qui va siéger? Qui va siéger, donc j'allais en venir. Et l'ordre des ingénieurs, pour étudier les aspects ingénierie. L'ordre des géomètres également présent dans ces commissions pour s'assurer que les plans cadastraux sont vraiment respectés voilà, dans les documents qui ont été produits. Donc, voilà un peu. Et on n'a pas idée, hein? On n'a pas idée que c'est de grosses commissions. Ce n'est pas du travail qui s'abat. C'est un gros travail où tous ces ordres participent avec tous les services de l'État techniques, les services techniques de l'État, pour faire maintenant des propositions de refus, de sursis à statuer ou de délivrance. Voilà. Donc, vous comprenez qu'avec le nombre de communes que nous avons dans le pays et comment elles sont réparties et en tenant compte du fait que plus de 90% des architectes du Bénin sont concentrés à Cotonou. Donc, vous comprenez que travailler dans une commission, dans une commune éloignée, ça fait un problème. Mais c'est une bataille
du gouvernement, une bataille au niveau de l'ordre des architectes, que nous mettons un prix à ce que chaque membre de cet ordre-là soit présent dans les différentes commissions. C'est avec difficulté, puisqu'il faut se déplacer. Il faut rester dans ces communes et le temps aller, revenir, etc. Donc, c'est encore une question qui n'est pas tout à fait bien huilée, mais qui trouvera sa solution. Je suis sûr, le bureau sortant a bataillé pour ça. Ceux qui vont venir vont certainement continuer dans ce sens. Et pour que dans chaque commune, nous puissions avoir un représentant pour suivre la réglementation en matière de construction, pour qu'on ait des permis de construire. Donc voilà ce que je peux vous dire. Merci pour toutes ces précisions. De quelle autorisation, Président, de quelle autre autorisation, je ne sais pas si ça existe en dehors du permis de construire, l'on a besoin pour construire son bâtiment? Permettez la tautologie. Et si ça existe, combien sont-elles ces autorisations? Donc il faut comprendre que dans le processus de constitution du dossier de permis de construire, tel que vous obtenez votre acte administratif d'urbanisme, il ne faut pas oublier qu'il y a encore certaines étapes qu'il faut suivre. Lorsque vous voulez démarrer les travaux, il faut avoir donc, une autorisation d'État. D'accord. Parce que qui va vérifier avec ses services techniques si il y a un panneau de chantier, si toutes les informations utiles figurent sur le panneau de chantier et si les dispositions sont prises pour que les travaux se déroulent selon les normes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un technicien permanent? Président, un panneau de chantier pour quelqu'un qui construit un bâtiment privé? Mais justement, c'est très important. Ça permet de vérifier si vous avez au moins un ingénieur qui suit les travaux. Est-ce que l'architecte suit la conformité de cet ouvrage? Est-ce qu'il y a au moins un technicien supérieur permanent qui suit les travaux selon leur complexité, ou bien s'il y a des ingénieurs permanents qui suivent selon la complexité de l'ouvrage. Bon, alors donc ça c'est une phase. Et lorsque toutes ces conditions sont mises en place et que les travaux sont réalisés, il faut le certificat de conformité. C'est quoi le certificat de conformité? Donc c'est également un acte administratif qui est donné donc par l'autorité qui atteste maintenant que tout est OK, tout est bon et que vraiment on peut habiter cet ouvrage-là. On peut l'utiliser, donc qu'il s'agisse d'un ouvrage public ou bien qu'il s'agisse d'un ouvrage privé. Privé. Et qui est l'autorité qui délivre le certificat? C'est toujours les mêmes autorités. Même autorité. Voilà, c'est toujours la même procédure. D'accord. Voilà. Et ça... Mais elle est plus légère, naturellement. Elle est plus légère que la procédure qui permet d'obtenir le permis de construire. Vous voyez, s'assurer qu'il y a sur le chantier au moins un architecte qui suit la conformité, un ingénieur qui suit les aspects techniques, qui a également un technicien permanent au moins pour les bâtiments privés, c'est le minimum. Il faut absolument prendre des dispositions pour que tout se passe normalement. Parce qu'il y a beaucoup de clients, beaucoup de maîtres d'ouvrage qui ont peur de financer les techniciens ou les ingénieurs ou les architectes à la phase de réalisation des travaux. C'est une grosse erreur à ne pas commettre. Bon, donc, il ne faut pas commettre ces erreurs-là parce que vous pensez économiser, mais quand les dégâts arrivent, là, c'est vraiment insupportable. Ça revient 4, 5 ou 6 fois plus cher que de recruter un technicien, un ingénieur, un architecte pour suivre la réalisation des travaux. D'accord. Monsieur Sama, oui. Quelque chose à compléter? Non, pas du tout. Je veux quand même dire un mot sur le certificat de conformité. Le certificat de conformité. Parce que ça ne fait même pas tic d'abord dans la tête du Béninois ordinaire. Et je suis sûr que moi, ça fait tic dans ma tête. Certificat de conformité. De conformité. Donc, ça peut dire que je suis conforme. Tout ce que je veux faire est conforme aux normes. Non, pas aux normes. Pas aux normes. D'accord. Tout doit être conforme aux normes, normalement, puisque vous avez un permis de construire. Oui. Mais quand vous avez fini de construire, avant d'habiter, vous demandez
une autorisation d'habiter, n'est-ce pas? Donc, en ce moment, on vous donne un certificat de conformité. Ah bon? La conformité, c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que ce que vous avez construit est conforme au projet que vous avez introduit au permis de construire? Est-ce que c'est conforme? Avant d'aller habiter. Avant d'aller habiter. Vous devez l'obtenir avant d'habiter. Vous comprenez que plusieurs clients, pendant qu'ils sont en plein chantier, ils viennent introduire des modifications. Ah non, je ne veux pas ceci, je veux casser moi tel mur, je veux comme ça. Mettez-moi une fenêtre ici. Je veux une fenêtre comme ça, je veux agrandir ceci, etc., etc. Et ça se fait sur le terrain. Des fois, est-ce que ça agit sur le plan? Forcément, ça va agir sur la structure, sur la stabilité du bâtiment. D'accord, c'est ce que je veux dire. Vous comprenez? La stabilité. Et ça se fait très souvent sur le dos du concepteur, de l'architecte. On ne demande même pas son avis. On dit, ah non, j'ai déjà payé l'architecte, laissez-le en dehors de ça. Je veux agrandir ceci ici. Je veux ceci. Donc, du coup, quand on fait les plans de recollement, les plans de recollement, des plans exécutés après construction, on se rend compte que le projet initial a été quasiment même des fois délaissé. C'est un autre projet. Et dans ces conditions, à la fin, vous n'allez pas délivrer le certificat de conformité. On ne vous donne pas le certificat de conformité, donc vous n'avez pas le droit d'habiter dans ce bâtiment. Ah bon? Vous devez reprendre, oui, c'est ça la loi. Avec quel agent? Vous devez reprendre un permis, un nouveau permis de construire qui doit être conforme à ce que vous avez exécuté. Ah, d'accord. Bien sûr. J'ai déjà exécuté. Vous avez exécuté. Donc là maintenant, il faut que modifier. Donc il faut que maintenant je recommence. Vous devez recommencer la procédure. La procédure. Mais là, c'est difficile. Puisque on vous a donné une autorisation sur un projet. Et le projet a été dimensionné, calculé, les structures ont été posées. Imaginez, dans le projet initial, vous avez mis un poteau à un endroit T. Oui. Et je l'ai déplacé après. Vous le déplacez après. Mais vous avez déstabilisé toute la stabilité de votre bâtiment. Et maintenant, vous voulez introduire un permis pour dire, là, vous avez mis le poteau là, il va jouer le même rôle que... Mais ça ne marchera pas. On va analyser votre nouveau dossier en commission avec des ingénieurs qui vont vérifier dans les ordinateurs pour savoir si, est-ce que, en mettant le poteau là, en le déplaçant, est-ce que le bâtiment est toujours stable? Est-ce qu'on peut arriver à la conclusion que je dois démolir le bâtiment? C'est ce que vous risquez, le plus simple. Le plus simple que vous risquez, c'est que vous risquez d'avoir un document qui va vous demander de détruire le bâtiment parce que si la chute, c'est-à-dire l'effondrement de ce bâtiment peut mettre en danger tous vos voisins immédiats, aucun SE, aucun maire n'autorisera que ce bâtiment-là soit à cet endroit. Est-ce que ce que vous dites, c'est une réalité? Des gens ont vécu ça au Bénin ici? Ou bien c'est comme une image, je ne sais pas. Est-ce que c'est comme un téléfilm pour moi? Voilà. Est-ce que des gens ont vécu ça? Dans le décret, c'est clair. D'accord. On doit avoir le certificat de conformité avant de vivre, avant d'habiter, avant d'utiliser. Dans la pratique, c'est très peu mis en pratique. D'accord, très peu mis en pratique. Allons alors mais la loi est la loi. Et nous ne devons pas l'ignorer. C'est un texte de loi qui doit être appliqué. Donc faisons attention. Et est-ce que des combats se mènent pour qu'on aille à la pratique? Pour qu'on mette en exécution ce que vous dites? Monsieur Moril, si vous avancez... Le président veut dire... Je finis rapidement. D'accord. Voilà. Si vous êtes d'accord qu'il faut avoir le permis avant de commencer à construire, pourquoi vous n'êtes pas d'accord qu'il faut avoir un certificat de conformité avant d'habiter? Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Donc voilà. Et tous ceux qui ont construit à ce jour sans permis de construire, eh bien la loi également va les rattraper. Va les rattraper, c'est obligatoire. Parce qu'à partir d'un certain moment, ça va être exigé. Ah oui? Et il faut passer à ce qu'on appelle, dans notre jargon, à des régularisations. Régularisation. Ah oui, tout ça, ça va être régularisé. Ah oui? Et je pense que, selon les derniers textes, il y a une période d'environ 3 ans accordée à tout le monde pour passer à la régularisation. Ah bon? Il faut que vous ayez un document qu'on appelle le permis de construire régularisé. Si vous avez déjà construit sans permis de construire. Ah oui. Il faut régulariser. Donc, les Béninois nous suivent cette émission et
comprennent l'importance de ce que vous dites à partir de ce moment. Le président avait envie de... Je crois que oui. Le problème que nous avons actuellement et les solutions idoines, c'est quoi? C'est qu'il faut que progressivement les populations soient sensibilisées, donc afin que elles comprennent qu'il y a toutes ces démarches-là. Et un effort est actuellement fourni au niveau du gouvernement, donc qui prend ces dispositions de façon progressive. Il a dit, il faut absolument cette sensibilisation, il faut qu'elle soit forte de manière à ce que les Béninois comprennent que quand je construis, ou bien quand je prends mon permis de construire, il faut que je respecte les documents du permis de construire à la phase de sa réalisation. Ce que beaucoup de gens ne font pas. Donc, il faut les sensibiliser pour ça. Et après cette sensibilisation, ils doivent comprendre que quand je finis, attention, il y a une police qui peut contrôler ce que je fais. Et donc, gare à moi si je n'observe pas les clauses du permis de construire. D'où la nécessité d'avoir le certificat de conformité pour tout apaisement, pour éviter qu'il y ait des dégâts qui viennent par la suite. Mais supposez que au cours de la construction, alors, vous oubliez, un poteau n'est pas posé là où il faut. Alors, si le poteau n'est pas posé, parce que vous avez peut-être le souci d'agrandir une chambre, vous ne mettez pas ces poteaux, alors que ces poteaux ont un rôle très important dans la structure du bâtiment. Le bâtiment peut connaître des dégradations, peut connaître des pathologies fortes du fait de l'absence de ce poteau. D'où la nécessité de faire un effort, de fournir un effort d'abord en amont pour bien vous entretenir avec l'architecte, donc qui supervise, qui coordonne tout ce processus. Vous entendez avec lui avant d'engager votre dossier de permis de construire, et de manière à ce que, à la réalisation, il n'y ait plus d'aller-retour. C'est ça. Et à la fin, tout le monde sera satisfait. En quelques minutes, pour clôturer la première partie de cet entretien, puisque nous avons déjà fait 45 minutes, je vais vous demander les conséquences lorsque l'on ne respecte rien de tout ce que nous avons dit, surtout l'obtention du permis de construire. Quelles sont les conséquences en quelques minutes? On en parle, je m'adresse à vous, docteur. Ouais, je construis sans permis de construire. Bon, alors, si je construis sans permis de construire, je peux m'attendre à ce que ce bâtiment tombe un jour. Je peux avoir des pathologies, des dégâts très importants au moment où j'habite ce bâtiment. Et ces dégâts-là, non seulement et vous, en tant que propriétaire du bâtiment, vous êtes responsable, mais ces dégâts portés sur votre bâtiment, si c'est R+1, R+2, R+3, peut avoir des impacts sur vos voisins. Bon, donc sur l'environnement immédiat. D'où la nécessité absolument de maîtriser le fait qu'il faut absolument avoir un permis de construire et construire conformément à ce dossier pour être satisfait. Mesdames, Messieurs, merci de continuer par rester en notre compagnie. À présent, nous allons donc passer à la deuxième rubrique de cette émission, les erreurs à ne pas commettre. Je rappelle que nous parlons du permis de construire au Bénin. Que faut-il en savoir? Et sur ce plateau, nous avons donc deux personnes ressources, pas des moindres, pour éclairer notre lanterne. À ma droite, Dr Gonsalves. Qu'est-ce qu'il faut donc ne pas commettre comme erreur? Qu'est-ce qu'il faut ne pas commettre comme erreur en ce qui concerne donc le permis de construire? Bon, en fait, pour répondre à cette question, il faut d'abord essayer de comprendre le contenu, d'un dossier de permis de construire. D'accord. D'accord. Et partir de là pour savoir les dispositions à prendre. Ouais, vous avez les pièces administratives. Bon, si vous n'avez pas les pièces qu'il faut,
de manière consciente, vous-même vous évitez d'introduire un dossier de permis de construire. Vous n'avez pas le titre, un titre de propriété, donc fiable, vous n'avez pas le titre foncier, vous n'avez pas un acte de recasement, vous n'avez pas un titre administratif. Donc, alors la première erreur, c'est de vous jeter dans ce méandre de construction sans avoir recours, sans vous assurer que vous n'avez pas ces papiers. Sinon, vous pouvez, sans le savoir, être en train de construire sur le site de quelqu'un d'autre. Et lorsque vous aurez dépensé énormément de sous, vous allez vous rendre compte que voilà, c'est déjà trop tard. Bon, donc, sur le plan des documents administratifs, il faut le faire. Il y a également que la parcelle sur laquelle vous êtes en train de construire est vraiment... Voilà, il faut s'assurer que c'est ça le titre de propriété. Il faut le titre foncier ou bien des actes administratifs, l'acte de recasement, etc. pour vous assurer que ça vous revient. Si tous ces documents-là portent votre nom. Voilà. Le second point, c'est sur le plan technique. Vous savez, il y a toute une série de critères qui sont vérifiés lorsqu'on veut vous donner un dossier de permis de construire. Ouais. Les problèmes avec le voisin, le problème avec l'environnement, etc. Si vous ne savez pas construire, vous risquez d'avoir, par exemple, des incendies dans un environnement donné, et cet incendie peut toucher les voisins, donc peut créer encore des dommages. Et des erreurs à ne pas commettre, c'est de vous assurer que les sapeurs-pompiers ont déjà vu complètement le dossier que vous êtes en train de fournir et que c'est en bonne ligne, c'est en bonne forme. Bon, beaucoup de gens craignent de faire des dépenses au niveau des études de sol. Ce sont des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Les études de sol sont incontournables. Indispensables, on peut le dire. Ouais, c'est incontournable. Donc, dans la démarche d'études techniques. Et comme on le dit, nous sommes en Afrique dans des milieux où parfois les milieux soupçonnés et qui peuvent être des milieux de très faibles porteurs. Et si vous ne prenez pas les dispositions, vous pouvez construire ce bâtiment sur ce sol-là et avoir votre bâtiment qui part un jour. Donc, des erreurs à ne pas commettre. Et quand vous êtes en zone sensible, telles que les zones inondables, les zones humides, il faut prendre également les dispositions. C'est très important. Lorsque vous construisez en zone humide, il faut vous assurer que des dispositions pratiques sont prises au niveau de cette zone-là pour savoir, au niveau, quand vous prenez un ingénieur, l'ingénieur doit s'assurer, donc à partir des études de sol, de quel type de fondation il faut. Donc, parce que ce n'est pas tous les bâtiments qui sont construits avec le système classique de fondation. Il y a deux types de fondations qui sont complexes. On peut construire sur pieux, on peut construire, même si c'est une villa que vous construisez, il y a des techniques plus pratiques avec des buses et avec des dispositions, des formes de remblais plus appropriées pour construire, pour fournir un dossier. Bon, donc, vous êtes obligé de vous confier à cet architecte qui coordonne tout ça et qui prendra le soin de toucher les différentes structures compétentes de manière à vous donner satisfaction. Une erreur à ne pas commettre aussi, c'est de ne pas vous adresser à un architecte. Pour des raisons économiques. C'est une erreur, une grosse erreur à ne pas commettre. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci infiniment à vous pour ces erreurs, pour ces infos. Oui, à vous. Oui, merci Bril. Il en reste, je pensais que le président a tout vidé. Il a tout vidé. Je voudrais peut-être... je risque de dire compléter, alors que j'ai dit qu'il a tout vidé. Il a tout vidé, oui. Voilà. Mais le prépondérant, c'est bien ce que le président a dit. Ne commettez donc pas l'erreur de vous éloigner de l'architecte dès que vous avez un projet de construction dans la tête. C'est très important, c'est votre meilleur ami, c'est votre meilleur conseiller, à plus d'un titre. Je ne reviendrai pas sur les détails, le président l'a dit. Il a insisté sur le titre de sol aussi. Bien sûr.
Et ça fait partie du package des documents qu'il faut pour obtenir le permis de construire. Mais il n'y a pas que ça. Le rôle de l'architecte ne s'arrête pas là. Eh bien, adressez-vous à votre architecte pour le contrôle et le suivi des travaux. Ça, c'est également une erreur à ne pas commettre. D'accord. Donc, voyez-vous, contrôle et suivi des travaux. Le contrôle et le suivi. Donc, et les clients ne pensent pas qu'ils vont prendre n'importe qui ou j'ai confiance en mon maçon, il sait lire les plans, il va faire, il va. Et voilà, on lui confie. Et puis, il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas un suivi derrière pour voir comment les choses se passent. Eh bien, on est très souvent surpris quand on vient voir des anomalies. Ça entraîne des casses, ça entraîne des discordes entre clients, architectes et réalisateurs. Il faut donc un suivi très rigoureux. Donc, c'est l'une des erreurs que les gars commettent. L'architecte, voilà. C'est l'homme de beauté qui a la finesse et voilà, ça se démontre par Merci, votre... Je ne veux pas dévoiler. Bonjour, je suis obligé de le dire. Voilà. Et mesdames, messieurs, vous comprenez que nous sommes donc presque au thème de cette émission. La troisième rubrique, elle vous permet de vous positionner sur cette émission. C'est donc la rubrique des annonceurs que vous êtes. Vous pouvez vous positionner sur cette émission. Merci infiniment à vous. Vous êtes Michel Rodrigue Sama. Vous êtes architecte urbaniste. Vous êtes directeur général du cabinet Urba Tropique. Merci. Merci à vous et merci à vous téléspectateurs qui avez suivi cette émission. Nous espérons que vous avez des préoccupations à soumettre. N'hésitez pas de nous envoyer vos questions sur la page Facebook de diffusion ou la page, bien sûr, YouTube de diffusion de cette émission. Merci à toutes et à tous, à toute l'équipe de réalisation et de production. Nous vous disons à bientôt.